Bonjour à tous, nous voilà dans la partie 2 du chapitre 12 sur le contrôle de la qualité par dosage. Donc on avait vu dans une première partie la définition de dosage d'une façon générale, les dosages par étalonnage, alors avec une petite nouveauté qui est la conductivité ou conductance, les dosages par titrage direct d'une façon générale, comment déterminer le fameux point, les coordonnées du point équivalent qui va nous permettre de déterminer la concentration de la solution inconnue. Et ensuite, je vous ai présenté le titrage pH métrique, un peu plus vu en détail dans l'activité 1A et 2A d'ailleurs. Ensuite, le titrage colorimétrique dans l'activité 1B. Et je vais passer aujourd'hui sur le titrage conductimétrique qui est un tout petit peu plus long. Alors pas dans la manipulation elle-même, parce qu'en réalité le principe reste le même qu'un titrage pH métrique, sauf qu'on ne mesure pas le pH, mais on mesure la conductivité. Mais en terminale, vous devez être capable d'interpréter, d'expliquer le changement de pente obtenu lors du titrage. Alors je reprends quand même un petit peu pour vous éviter de revenir sur la vidéo numéro 1. La conductivité vous donne euh, une mesure de la capacité qu'a une solution à conduire le courant électrique. Donc on fait sur notre cellule conductimétrique, on a deux électrodes entre lesquelles on fait passer un courant alternatif qui va vous permettre de mesurer la capacité qu'a la solution à conduire le courant électrique, donc uniquement dû aux espèces ioniques. D'accord, j'insiste bien, uniquement dû aux espèces ioniques. Et toutes les espèces ioniques, c'est ça qui va être un peu pas compliqué, mais que vous allez un petit peu souvent oublier. Je vous rappelle donc que la conductivité, alors elle dépend de la température, oui, mais elle est surtout proportionnelle à la concentration de l'ion en solution, considérée, et la conductivité molaire ionique de l'ion, c'est-à-dire sa capacité intrinsèque, sa capacité propre à conduire le courant électrique. Et donc la conductivité d'une solution est donc la somme du produit de la conductivité molaire ionique par la concentration molaire en solution de l'électrolyte. Ce que je dis électrolyte, c'est les ions. Donc le montage est exactement le même que le titrage pH métrique, c'est simplement qu'on remplace notre pH mètre et notre sonde pH métrique par un conductimètre et une sonde conductimétrique, tout simplement. Mais on retrouve notre espèce titrée dans le bécher et l'espèce titrante dans l'éprouvette. Pour le repérage du point équivalent, alors ici sur un titrage conductimétrique, vous avez en fait, on peut modéliser cette fois-ci la courbe par en réalité deux portions de droite. Ici une première droite et ici une première droite. Et donc l'intersection, la rupture, le changement de pente correspond au point équivalent. Et donc on va pouvoir lire le volume équivalent à ce niveau. Alors vous, ce que vous devez être capable de faire, ce qui est un peu compliqué ici, c'est d'interpréter ce changement de pente, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi finalement j'ai ce changement de pente ici sur mon titrage. Alors là, j'ai pris un exemple. Alors il y a une pente il y a une courbe qui est plutôt décroissante et croissante, mais on peut se retrouver avec des fois une droite croissante, puis à nouveau croissante, mais avec un coefficient directeur différent. Donc voilà, après on verra plus dans les exercices plein d'exemples, mais le principe reste toujours le même. Et donc comme le principe reste toujours le même, l'interprétation du changement de pente, je vous l'ai fait sur un exemple. Alors c'est un peu long, voilà, sur votre carte, je ne sais pas si vous aurez peut-être assez de place, mais ça va être un petit peu long. Moi je le fais sous forme d'un tableau, je vais vous donner une technique. Vous faites ce que vous voulez après, si vous trouvez une nouvelle technique, une autre technique, peu importe. Moi je vous montre une façon de faire, voilà, qui me paraît plutôt simple. Alors je vais prendre un exemple par contre, pour que ce soit bien concret. On va réaliser le dosage d'un acide fort qu'on appelle l'acide chlorhydrique. Alors l'acide chlorhydrique étant un acide fort, il est entièrement dissocié, puisqu'il est en solution aqueuse. Et donc je me retrouve avec des ions H3O+, et Cl-. Je vais doser par une solution titrante qui est l'hydroxyde de sodium, pareil, qui est ici un composé ionique qui va totalement se dissocier dans l'eau. Je vais donc avoir des ions Na+, et HO-.
Alors, bien évidemment, j'ai en présence dans mon bécher 2 molécules d'eau. Alors, comme ce sont des molécules et qu'elles n'interviennent pas dans la conductivité, je ne vais pas les noter, mais vous pouvez le garder à l'esprit, hein, qu'il y a bien des molécules d'eau dans mon bécher. Alors ici, ce qui est un petit peu particulier ici, c'est qu'on va devoir tenir compte de l'ensemble des ions, et pas uniquement des ions qui participent à la réaction du titrage, mais l'ensemble des ions, puisque le conductimètre, la sonde conductimétrique, mesure la capacité qu'a la solution globale, l'ensemble de la solution à conduire le courant électrique, et donc tous les ions participent à cette conduction. Alors ici, la réaction support du titrage, pH métrique, et donc H3O+, plus HO-, qui va vous donner 2H2O. Alors, moi, je vous conseille de réaliser un tableau. Moi, je le fais sous cette forme-là. Après, vous pourrez trouver un autre moyen si vous le voulez. Mais on va se placer avant l'équivalence. Ensuite, on se placera à l'équivalence. Et puis, pour finir, on se placera après l'équivalence. Pour vous donner un peu un ordre d'idée du tableau. Alors, si je dois écrire la conductivité mesurée par le conductimètre et la sonde avant l'équivalence. Donc la conductivité, notée sigma. Donc on va se mettre un tout petit peu plus loin. Alors la conductivité ici est due à quoi? Avant l'équivalence. Qu'est-ce qui se passe avant l'équivalence? Déjà dans mon bécher, j'ai présence d'ion H3O+. Donc la conductivité molaire ionique des ions H3O+, fois la concentration des ions H3O+. Donc là, je réécris simplement la loi de Kohlrausch, plus, et c'est là qu'il ne faut pas les oublier, c'est que j'ai des ions Cl- dans mon bécher, donc la conductivité des ions Cl- fois la concentration des ions Cl-. Et il ne faut pas oublier que j'ouvre ma burette avant l'équivalence. Donc, ce qui tombe entre guillemets dans mon bécher, ce sont des ions Na+, et des ions HO-. Quand les ions Na+, et HO- entrent en contact avec la solution qui est présente dans le bécher, il se passe cette réaction chimique entre les ions H3+ et HO-. Ce qui veut dire que les ions HO- ici vont être, avant l'équivalence, totalement consommés. C'est eux le réactif limitant avant l'équivalence, jusqu'à ce que j'atteigne l'équivalence où j'aurai versé autant en proportion d'ions HO- que d'ions H3O+. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'ions HO- dans mon bécher, ils sont directement consommés par la réaction chimique. Par contre, je verse en même temps des ions Na+. Et donc, j'ai donc des ions Na+, qui participent à la conductivité de la solution. Donc voilà à quoi ressemble ma conductivité avant l'équivalence. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là, et comprendre que la courbe est décroissante avant l'équivalence, je vais regarder un petit peu ce qui se passe en termes de concentration avant l'équivalence pour ces espèces chimiques, puisque c'est le seul paramètre qui va varier pendant le titrage avant l'équivalence, et qui va donc modifier la conductivité avant l'équivalence. Alors, qu'est-ce que j'ai avant l'équivalence? Alors, on en a déjà un petit peu parlé. J'ai des ions Cl-. Alors, eux, leur concentration, leur quantité de matière et donc leur concentration ne varie pas. Alors là, je vais un tout petit peu vite. Je m'arrête quelques secondes. Je vous parle de quantité puis en même temps de concentration. Donc, quantité de matière, effectivement, elle ne change pas. En réalité, leur concentration change un tout petit peu puisque je verse un volume avec ma burette et donc le volume total augmente un peu. C'est pour ça que dans le protocole du dosage, on rajoute environ 50 ml d'eau avant de faire le dosage, ce qui va permettre finalement d'avoir un très grand volume dans le bécher, et donc l'ajout de quelques millilitres ici, on pourra considérer que le volume reste constant. Donc ici,
je vais avoir un volume qui va être considéré comme constant, donc la quantité de matière de Cl- ne change pas, et donc la concentration ne varie pas. La concentration en ion Na+, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma burette et je fais que verser des ions Na+. Donc j'ai une concentration qui augmente. Pour les ions HO-, on l'a dit tout à l'heure, ils sont entièrement consommés avant l'équivalence par la réaction du titrage. Donc ils ne participent pas à la conductivité puisqu'ils ne sont pas présents. Les ions H3O+, eux, sur le même principe, sont consommés par la réaction chimique. Et donc leur concentration diminue. Donc jusque-là, vous allez me dire, mais comment on peut savoir comment on peut expliquer que la conductivité va effectivement diminuer? Eh bien, la conductivité va effectivement diminuer parce que maintenant, je vais tenir compte des conductivités molaires de chaque ion, parce qu'ils conduisent tous le courant électrique d'une manière un petit peu différente, due à leur taille et puis parfois à leur charge électrique. Donc en plus des concentrations, il faut que je jongle aussi avec leur conductivité molaire ionique. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? J'ai une conductivité molaire ionique, alors ça elles sont données dans des tables, ne vous inquiétez pas, des ions H3O+, qui est 349,65 millisiemens par mètre carré par mol. Pour les ions Na+, on est à 5,0 millisiemens par mètre carré par mol. Et puis je vous mettrai les autres au fur et à mesure. Là pour l'instant c'est les seuls qui nous intéressent. Vous remarquez que j'ai une conductivité molaire ionique des ions H3O+, qui est quasiment 80 voire 70 fois plus importante que celle des ions Na+. Donc ici, j'ai une certaine quantité d'ions Na+, que j'apporte, oui, mais leur conductivité molaire ionique est tellement faible devant celle des ions H3O+, que finalement la conductivité globale va diminuer. Donc la courbe est effectivement décroissante en début de dosage. Alors ensuite, à l'équivalence, alors je vais me déplacer un petit peu puisque j'ai un peu débordé. Donc on va se placer ici. Donc à l'équivalence, alors à l'équivalence, on va faire pareil. On va répertorier les espèces chimiques présentes à l'équivalence et écrire la conductivité. Donc ici, j'ai une conductivité qui est due aux ions Na+, et ici je vous rappelle qu'on est à l'équivalence, donc j'ai les réactifs qui sont en proportion stoichiométrique, et ils ont tous les deux été donc consommés. Donc il me reste simplement les ions Cl- qui participent à cette conductivité. Ensuite, en termes de conductivité, de concentration, pardon, ici les ions Cl-, Na+, H3O+, et HO-. Donc les ions H3O+, entièrement consommés à l'équivalence, les ions HO- entièrement consommés à l'équivalence. En ce qui concerne les ions chlorure, alors eux, depuis le début, leur concentration n'a pas changé. Les ions Na+, j'ai une quantité que je peux calculer d'ailleurs puisque je connais le volume qui a été versé. Donc on peut mettre une certaine concentration que je vais mettre un point d'interrogation, mais calculable. Tout ça juste pour vous montrer que la conductivité ne sera pas nulle à l'équivalence. On n'atteindra pas le point 0 en ordonnée. Donc ce qui se voit du coup bien sur le graphique, on remarque bien qu'à l'équivalence, je n'ai pas une conductivité qui est nulle. J'ai toujours présence d'ions dans mon bécher. Alors maintenant, après l'équivalence,
on va faire exactement la même chose et on va réécrire la conductivité de la solution. Donc après l'équivalence, donc j'ai toujours ma burette qui est ouverte et donc j'ai apporté encore une fois des ions Na+, et des ions HO-. Alors oui, ils sont présents maintenant, puisqu'il n'y a plus d'ions H3O+, j'ai passé l'équivalence, il n'y a plus d'ions H3O+, donc les ions HO- sont dans le bécher, au même titre que les ions Na+. Et j'ai toujours des ions chlorure, qui eux sont présents depuis le début. Alors maintenant en termes de concentration, donc les ions Na+, les ions Cl- et les ions HO-. Et donc sur le même principe, on va réfléchir à l'évolution des concentrations. Eh bien j'ouvre les... Alors je vais quand même rajouter les ions H3O+, dans le tableau, et on note tout de suite que leur concentration est nulle. Donc j'ai toujours ouvert ma burette pour verser ma solution titrante. J'ai donc une concentration en ion Na+, qui continue à augmenter, une concentration en ion Cl- qui ne change toujours pas, et là j'apporte encore en plus des ions HO-. Donc là ça va être assez facile pour comprendre que la conductivité va augmenter après l'équivalence. Et donc après l'équivalence, j'ai bien donc une droite qui est bien croissante après l'équivalence. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer pour vous. Après, avec l'habitude, ça va aller au fur et à mesure des exercices. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est cette partie avant l'équivalence où vous avez des concentrations qui évoluent en sens inverse. Et donc là, il va falloir comparer les conductivités molaires de chaque ion et voir un petit peu si certains ions sont meilleurs conducteurs ou moins bons conducteurs. Donc ici, je le reprends un tout petit peu avec vous. Les ions H3O+, étant bien meilleurs conducteurs que les ions Na+, si leur concentration diminue, ils vont faire chuter beaucoup plus fortement la conductivité. Et donc, dans notre cas ici, je vais le renoter ici, la conductivité diminue. Voilà pour ce qui concerne ce chapitre, qui est pas facile, qui est un peu long, qui sont des techniques que voilà, vous n'avez pas encore eu trop l'habitude de voir. Donc maintenant, il reste à vous entraîner sur les exercices.